Si j'entends un mot de plus sur mon argent, il n'y aura plus de conversation polie. Je n'ai pas crié, j'ai juste fixé mon père, Marc, tandis que ma belle-mère, Sylvie, se figeait, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle venait de faire une blague sur l'accès à mes économies militaires pour la sécurité familiale, et elle s'attendait à ce que je rie. Je vais lui expliquer personnellement exactement où elle en est, ai-je continué, ma voix ferme, et pourquoi mon argent n'est pas le sien. Le sourire de Sylvie s'est évanoui instantanément. Mon père s'est assis sur sa chaise, incapable de me regarder dans les yeux. Ce n'était pas un caprice d'adolescente. C'était l'avertissement d'une soldate, et à en juger par la peur dans leurs yeux, ils savaient que je parlais sérieusement. Avant de vous dire exactement ce que Sylvie a fait dès que j'ai eu le dos tourné, laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 jours plus tard, j'étais de retour à la base, entouré du bourdonnement familier et stérile de la vie militaire. Je n'avais pas de biographie à offrir aux gens. J'avais 29 ans, j'étais médecin de combat et je vivais ma vie selon des protocoles, évaluer, stabiliser, évacuer. La panique était un luxe que je ne pouvais pas me permettre sur le terrain, et je n'allais certainement pas m'y adonner en m'occupant de mes finances. J'étais assise au bord de mon lit superposé, mon ordinateur portable ouvert, effectuant mon audit hebdomadaire. La plupart des gens consultaient leurs réseaux sociaux en premier lieu le matin, je vérifiais mon rapport de crédit. C'était une habitude née de la méfiance, un mécanisme de survie aiguisé au fil des années passées à vivre dans une maison où la vie privée était une suggestion, pas un droit. Tout semblait normal jusqu'à ce que je fasse défiler jusqu'au bas de la liste des demandes de renseignements récentes. Il y avait un seul élément qui me coupa le souffle, un prêteur sur gage, du genre qui facture des taux d'intérêt usuraires et ne pose pas trop de questions, avait effectué une vérification de crédit sur moi 48 heures auparavant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'ordinateur à travers la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon père. Marc, ai-je dit quand il a répondu, sautant les politesses. Pourquoi un prêteur à haut risque vérifie-t-il mon crédit? Élise, a-t-il bégayé, sa voix lourde de ce genre spécifique d'épuisement nerveux qu'il portait toujours autour de Sylvie. Ce n'est rien, Sylvie cherchait juste des options d'investissement. Il a probablement juste cliqué sur un mauvais bouton en ligne. Tu sais comment elle est avec les ordinateurs. Il mentait. Je pouvais l'entendre à la hauteur de sa voix, la façon dont il précipitait l'explication. Sylvie n'était pas mauvaise avec les ordinateurs. Elle était calculatrice, et elle ne cherchait pas des options. On ne fait pas accidentellement une demande de prêt sur gage. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse s'enfoncer dans plus d'excuses. Je n'avais pas besoin de sa confession. J'avais déjà le mobile. Le souvenir m'a frappé alors, aigu et amer. J'avais 16 ans, assise à l'îlot de la cuisine, essayant de faire mes devoirs pendant que Sylvie payait des factures. Elle n'avait pas crié. Elle avait été calme, presque clinique, en tapotant la calculatrice. L'électricité augmente, avait-elle dit, sans me regarder. L'eau augmente. Les coûts de la nourriture crèvent le plafond. Elle m'avait regardé alors, ses yeux balayant sur moi comme si j'étais un appareil qui consommait trop d'énergie. As-tu la moindre idée de combien il en coûte pour garder un autre être humain en vie, Élise? L'espace que tu prends, la chaleur que tu utilises, le bruit. Elle avait un grand livre. Je l'ai vu une fois, un cahier littéral où elle traçait le coût de mon existence. Chaque repas, chaque frais d'excursion scolaire, chaque paire de chaussures que mon père m'achetait. Elle avait tenu un compte courant de mon enfance, considérant chaque euro dépensé pour moi non pas comme du rôle parental, mais comme un prêt qu'elle s'attendait à se faire rembourser. C'était la clé. Sylvie ne pensait pas qu'elle me volait 300 000 euros. Dans sa mathématique tordue et pleine de suffisance, elle croyait qu'elle collectait simplement une dette. Elle pensait que je lui devais pour le désagrément de ma survie. J'ai regardé l'écran, la demande de renseignement du prêteur. Ce n'était pas seulement de l'avidité. C'était une déclaration de facturation. Elle venait collecter, et elle utilisait mon père comme système de livraison. J'ai fermé l'ordinateur portable. La colère dans ma poitrine était froide, lourde et utile. Je n'allais pas l'appeler. Je n'allais pas me disputer sur la quantité d'eau que j'avais utilisée au lycée. J'allais découvrir exactement à quelle profondeur elle avait creusé ce trou, et ensuite j'allais l'y enterrer. Je n'ai pas appelé le prêteur.
Je n'ai pas perdu de temps en attente à écouter de la musique d'ascenseur et des explications. Je suis allé directement à leur portail web. Le site était élégant, agressif, le genre d'interface conçue pour vous faire signer votre vie en 3 clics ou moins. J'ai tapé ma propre adresse électronique. Le système l'a reconnue immédiatement, me demandant un mot de passe que je n'avais jamais créé. Sylvie avait été minutieuse, mais elle avait aussi été arrogante. Elle avait utilisé ma véritable adresse électronique pour que la demande ait l'air légitime, supposant que je ne vérifierais jamais, ou peut-être supposant qu'elle pourrait supprimer les notifications avant que je ne les voie. Mais elle avait commis une erreur critique, elle ne pouvait pas changer la méthode de récupération sans mon téléphone. J'ai cliqué sur « Mot de passe oublié ». 3 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai entré le code, réinitialisé la connexion, et les portes numériques se sont ouvertes. J'étais dedans. Le tableau de bord était un témoignage horrifiant de son avidité. Il y avait, en gras et en lettres vertes, prêt à prouver, montant 45 000 €. Statut, décaissement en attente. J'ai cliqué sur l'onglet Documents. Je n'ai pas regardé le taux d'intérêt, je savais déjà qu'il serait criminel. Je cherchais autre chose. Dans chaque transaction numérique, il y a un fantôme dans la machine, un journal de métadonnées qui suit exactement où et quand une signature a été appliquée. C'est ce qu'on appelle une piste d'audit, et la plupart des amateurs ne savent même pas qu'elle existe. J'ai ouvert le certificat d'achèvement. C'était un journal détaillé de chaque interaction avec le document. J'ai parcouru jusqu'à la ligne de signature. Signé par Élise, affirmait-il, mais juste à côté de l'horodatage se trouvait la preuve irréfutable, l'adresse IP. Je n'avais pas besoin de lancer une trace. J'ai reconnu la chaîne de chiffres immédiatement. C'était la même adresse IP statique que j'avais configurée pour mon père il y a 3 ans pour l'aider à gérer ses appareils domestiques intelligents. L'horodatage indiquait le 14 octobre, 14h15. Le 14 octobre, j'étais à 8000 km de là dans un hôpital de campagne, soignant un caporal de 19 ans qui avait reçu des éclats d'obus à la jambe. Je ne signais pas de documents de prêt dans la cuisine de mon père. J'étais en train de frotter le sang sous mes ongles. Sylvie n'avait pas seulement falsifié une signature. Elle avait laissé une empreinte digitale qui la plaçait sur les lieux du crime. Je ne ressentais plus la piqûre de la trahison. Cette partie de moi s'était éteinte au moment où j'avais vu la demande de crédit. Maintenant, je ressentais juste la satisfaction froide et dure d'un chasseur qui a trouvé la piste de sang. J'ai téléchargé le PDF. J'ai pris des captures d'écran du tableau de bord. J'ai exporté les journaux IP ensuite, j'ai changé à nouveau le mot de passe, verrouillant Sylvie hors du compte qu'elle avait créé en mon nom. Elle ne saurait pas pourquoi elle ne pouvait plus y retourner. Elle penserait que c'était un problème technique. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je ne l'ai pas nommé « Famille » ou « Sylvie ». Je l'ai nommé « Preuve ». J'ai fait glisser les fichiers dans le dossier. Le clic de la souris a retenti fort dans la caserne silencieuse. Cela a sonné comme la sécurité qui se désenclenche d'une arme. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec le nom de Sylvie. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois juste assez longtemps pour me préparer et puis j'ai répondu. « Élise, chérie » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur qui me faisait mal aux dents. « Je suis tellement contente de t'avoir eu. Écoute, ton père et moi avons des nouvelles excitantes. Nous avons trouvé l'endroit parfait, une petite maison au bord du lac, exactement comme nous en avions toujours parlé. » Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté le bourdonnement de la connexion, la laissant combler le silence. « C'est une affaire en or » a-t-elle continué, se précipitant un peu maintenant. Mais les vendeurs agissent vite. Nous devons conclure cette semaine. Il y a juste un tout petit accroc, la banque a besoin d'une seconde signature sur certains formulaires de mainlevée. Juste une formalité, vraiment. Quelque chose concernant la liquidation de ton ancienne dette étudiante pour que cela n'affecte pas notre ratio d'être revenu. C'était un mensonge si maladroit qu'il en était presque insultant. Il n'y avait pas de dette étudiante. J'avais payé mes études avec mon service. Et il n'y avait pas de formulaire de mainlevée qui nécessitait une cérémonie de clôture. Un formulaire de mainlevée, ai-je répété, gardant ma voix neutre. Exactement, a-t-elle dit, confiante maintenant que je n'avais pas raccroché. Nous avons trouvé un moyen de retirer cette demande de prêt accidentelle de ton dossier, mais tu dois venir à la clôture pour signer une quittance.
Cela indique simplement à la banque que tu n'as aucun intérêt dans la propriété afin qu'ils arrêtent de t'ennuyer. Elle pensait qu'elle était brillante. Elle utilisait l'enquête de crédit même qu'elle avait générée comme appât. Elle me disait qu'elle réparait un problème qu'elle avait créé tout en m'attirant en fait pour signer l'acte hypothécaire final qui attacherait la compte frauduleux de 45 000 € à une hypothèque de 30 ans. Si je signais cet acte, je ne libérais rien. J'acceptais la responsabilité. Quand est la clôture, ai-je demandé. Jeudi à 14 h, a-t-elle dit. Au cabinet notarial en centre-ville. Tu peux y arriver, n'est-ce pas? Pour ton père. Il est tellement stressé à l'idée que cela échoue. J'ai regardé le dossier sur mon bureau. La preuve était toute là. J'aurais pu le lui envoyer par courriel à ce moment-là. J'aurais pu appeler la police, mais cela aurait été désordonné. Cela aurait été un différend domestique. Elle aurait affirmé que c'était un malentendu, qu'elle avait ma permission verbale, que j'étais juste une belle fille confuse et en colère. J'avais besoin qu'elle s'engage. J'avais besoin qu'elle s'asseye dans une pièce avec une surveillance fédérale et qu'elle mente sous serment. J'y serai, ai-je dit. Merveilleux, s'est-elle exclamée. Élise, tu nous sauves la vie. On se voit jeudi. Elle a raccroché, pensant qu'elle venait de sécuriser sa maison de retraite. Elle ne savait pas qu'elle venait de sécuriser son acte d'accusation. Je suis resté assise un moment, écoutant le silence de la caserne. Mon père n'avait pas dit un mot pendant l'appel. Il était probablement assis juste à côté d'elle, hochant la tête, regardant ses chaussures. Il savait. Il devait savoir. Et il la laissait me conduire au carnage parce que c'était plus facile que de la combattre. Cette réalisation ne m'a pas fait autant de mal que je l'aurais cru. Cela a juste calcifié la dernière partie douce de moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les horaires de vol. Je ne rentrais pas pour une visite. Je ne rentrais pas pour une dispute. J'étais en déploiement. La salle de conférence du cabinet notarial sentait le café rassis et le vernis au citron. C'était un aquarium au mur de verre conçu pour faire ressembler une dette qui change la vie à une réussite d'entreprise. Il y avait un bol de menthe au centre de la table en acajou. Sylvie les mangeait l'une après l'autre, le bruit de mastication fort dans la pièce silencieuse. Elle avait l'air triomphante. Elle portait un blazer crème que je n'avais jamais vu auparavant, probablement acheté pour l'occasion. Et elle discutait avec animation avec le seul agent de crédit, un homme nommé Monsieur Dubois, qui avait l'air fatigué mais professionnel. Nous cherchons un endroit au bord de l'eau depuis des années, disait Sylvie, se penchant en avant. Idéalement, nous voulions être installés pour les vacances. C'est juste tellement important pour la famille d'avoir un lieu de rassemblement. Mon père, Marc, était assis à côté d'elle. Il avait l'air gris. Il transpirait à travers sa chemise habillée, fixant avec insistance une fougère en peau dans le coin, comme si elle détenait les secrets de l'univers. Il savait. Au fond, au-delà du déni et de la peur de sa femme, il savait que c'était mal. Mais il était assis là quand même. Son silence était sa signature. J'étais assise de l'autre côté de la table, les mains croisées sur mes genoux. Je portais mon uniforme de cérémonie. Je ne leur avais pas dit que je venais de l'aéroport. Je suis juste arrivé. L'uniforme a fait se redresser Monsieur Dubois. Cela a rendu Sylvie nerveuse, cependant. Elle a essayé de le cacher avec un sourire contraint. Tellement contente que tu aies pu venir, Élise, a-t-elle dit, sa voix un peu trop aiguë. Je sais à quel point tu es occupée. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ai-je dit. Monsieur Dubois s'est éclairci la gorge et a tapoté la pile de documents devant lui. Très bien, commençons. C'est une clôture standard, mais puisqu'il y a plusieurs parties impliquées dans l'acte et la quittance, nous devons procéder dans l'ordre. Il a glissé un document épais vers Sylvie. Ceci est le formulaire hypothécaire standard. Il finalise les détails de l'hypothèque. J'ai juste besoin que vous vérifiez les informations une dernière fois, particulièrement les déclarations à la page 4. C'était ça, la zone d'abattage. J'ai regardé Sylvie prendre le stylo. Sa main n'a même pas tremblé. Elle était si convaincue de son propre récit, si certaine que j'étais juste une ressource à récolter, qu'elle n'a pas perçu le danger. Section M, a récité Monsieur Dubois, ennuyé et efficace. À compte.
vous certifiez que les 45 000 € actuellement en fiducie proviennent de vos économies personnelles et ne sont pas des fonds empruntés. Est-ce exact? La pièce a semblé s'incliner. Le temps a ralenti, s'étirant comme du caramel mou. J'ai regardé le stylo planer au-dessus du papier. Dans cette fraction de seconde, j'ai ressenti une poussée d'un vieil instinct, l'envie d'intervenir, de sauver mon père des retombées, de l'arrêter avant qu'elle ne ruine tout. Il aurait été si facile de dire « arrête ». Mais si je l'arrêtais maintenant, ce n'était qu'un différend familial. C'était une belle-fille qui se disputait avec une belle-mère. C'était du drame. Elle pleurerait. Elle affirmerait qu'elle était confuse. Elle manipulerait mon père pour lui faire croire que j'étais difficile. J'avais besoin que l'encre sèche. J'avais besoin qu'elle traverse la ligne de parent avide à criminel fédéral. J'avais besoin que le mensonge soit codifié, notarié et déposé auprès du gouvernement. C'était la discipline. C'était la différence entre une escarmouche et une guerre. On ne tire pas quand l'ennemi approche. On tire quand il est à découvert. Oui, a dit Sylvie, sa voix claire. C'est exact. Elle a coché la case marquée « Non » à côté de la question demandant si une partie de la compte était empruntée. Puis elle a signé son nom. Le grattement du stylo sur le papier a sonné comme le verrouillage d'une serrure. Il a passé le document à mon père. Il a hésité, sa main tremblant légèrement, mais Sylvie lui a donné un coup de genou sous la table. Il a signé. Monsieur Dubois a souri, ramassant les papiers. Excellent. Maintenant, Élise, nous n'avons besoin que de votre signature sur l'acte de quittance et la lettre de don pour libérer le titre. Il a glissé la pile suivante vers moi. Sylvie s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de victoire. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que le plus dur était passé. Je n'ai pas pris le stylo. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac. Le bruit du dossier lourd heurtant la table en acajou a été un bruit sourd, mais dans cette pièce silencieuse, cela a sonné comme un coup de marteau de juge. Je n'ai pas regardé Sylvie. J'ai regardé directement Monsieur Dubois. Je ne peux pas signer cela, ai-je dit clairement, m'assurant que la caméra de sécurité le capte. Ce n'est pas ma signature sur le chèque d'acompte, et je n'ai jamais demandé ce pré-relais. Sylvie a ri nerveusement et a essayé d'écarter cela d'un geste, mais je l'ai coupé court. J'ai glissé le dossier à Monsieur Dubois. Ceci est un affidavit notarié de vol d'identité déposé auprès de la police judiciaire ce matin. En dessous se trouve la propre piste d'audit forensique du prêteur. Son sourire a disparu lorsqu'il a ouvert le dossier. L'audit montre que la signature électronique provient d'une adresse IP enregistrée auprès de Marc et Sylvie le 14 octobre à 14h15. Je me suis tourné vers mon père. Il avait l'air malade. À cette date, j'étais déployé dans une zone de combat. Mes ordres et mes dossiers de vol sont inclus. Sylvie a explosé, m'accusant de mentir, mais Monsieur Dubois l'a arrêté. Il a feuilleté les documents, a vu les journaux IP, l'affidavit et le formulaire fédéral que Sylvie venait de signer, se parjurant. Ce n'est pas un différend familial, a-t-il dit catégoriquement. Il m'a regardé, la compréhension se faisant jour. Si vous financez cette hypothèque, ai-je ajouté, sachant que la compte est le produit d'un vol d'identité et d'une fraude électronique, vous devenez un complice en vertu de la loi fédérale. Monsieur Dubois a fermé le dossier, a retiré les papiers de Sylvie et s'est levé. La clôture est terminée. Cette transaction est gelée. Sylvie a crié. Marc n'a rien dit. Monsieur Dubois a décroché le téléphone. Sécurité dans la salle de conférence B et avertissait le directeur de l'agence. Sylvie s'est enfuie. Je suis parti calmement, mais au moment où les portes de l'ascenseur se fermaient, Sylvie s'est précipitée et m'a attaqué, griffant pour le dossier. Je l'ai immobilisée en utilisant une prise non létale directement sous la caméra de sécurité. C'est une limite, lui ai-je dit doucement. Tu ne la franchis plus. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert, la sécurité attendait. Je l'ai relâchée immédiatement. Elle m'a attaqué. Je l'ai détenue pour ma sécurité. Ils l'ont emmenée. Dehors, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro, celui de Sylvie et toutes les lignes qu'ils avaient. Non par colère, mais par autopréservation, car un rapport d'activité suspecte avait été déposé. Ce n'était plus personnel.
C'était fédéral. Sylvie a été inculpée des semaines plus tard pour fraude électronique, vol d'identité aggravé, tentative de fraude bancaire et agression. L'affaire de la maison s'est effondrée. La retraite de Marc a été liquidée pour couvrir ses dettes. Il a tout perdu parce qu'il a protégé un prédateur. Je lui ai envoyé un courriel, une copie de l'ordonnance d'interdiction permanente. Ce soir, je suis assise dans mon propre appartement. Modeste. Mon solde bancaire est ennuyeux. Sûr. Indéniablement le mien. La clôture n'est pas un sentiment. C'est une porte verrouillée, un téléphone silencieux, et j'ai payé pour ce silence intégralement. Si jamais vous avez dû vous protéger des gens qui auraient dû vous protéger, laissez un cœur. Et si vous voulez voir comment le procès s'est terminé, abonnez-vous.